Question intéressante, l'évaluation de la performance, que ce soit pour des dirigeants ou pour l'ensemble des employés, ça devrait jamais être une surprise. Il devrait y avoir un processus, dans le fond, de planification, de détermination des objectifs en début d'année. Il devrait y avoir un ou des suivis, idéalement même des suivis. Puis souvent, pour les dirigeants, c'est encore plus facile parce que on révise où on en est par rapport aux résultats d'affaires, au moins mensuellement, puis formellement, généralement à chaque trimestre. Et il devrait avoir une évaluation de fin d'année qui, dans certaines organisations, prend même la forme d'une auto-évaluation. Donc, dans un premier temps, moi, comme dirigeant, j'évalue comment que j'ai performé, comme vice-président ressources humaines, vice-président finances ou responsable d'unité d'affaires. Et après, je discute avec mon chef de la direction. Puis le chef de la direction, c'est sûr que la particularité du chef de la direction, c'est que dans son cas, lui, ça va généralement se faire avec le président du comité ressources humaines ou le président du conseil d'administration quand il y en a un. Puis si on est dans une société privée où il n'y a pas d'autre, ben là, le chef de la direction est un peu comme Dieu le Père. Là. Des fois, personne n'évalue l'entreprise qui lui appartient. Là. Mais souvent, on va évaluer le quoi de la performance d'un dirigeant, le quoi étant les résultats qu'on s'attend. Fait qu'on va dire, je m'attends à une croissance des revenus, je m'attends à un certain niveau de rentabilité, et je m'attends à ce qu'on développe un nouveau produit, en tout cas, peu importe les stratégies de l'organisation. Et on met beaucoup l'accent là-dessus, et c'est sûr que c'est important. Là, si on n'est pas capable de convenir quelles sont les attentes, on va avoir un problème après à mesurer si on a atteint ou pas. Mais tout aussi important, comme votre question le soulève, c'est comment ça a été atteint. Et souvent, pour des postes de dirigeants, c'est un volet qu'on néglige. On néglige parfois moins ça pour des postes plus bas dans l'organisation. Mais moi, ça m'apparaît tout aussi important, sinon plus pour des dirigeants, parce que les dirigeants, je veux faire attention avec les anglicismes, là, mais des fois on parle en anglais de low-hanging fruit, là, par exemple, où un dirigeant va améliorer beaucoup les résultats d'une organisation, mais en ayant des initiatives qui, à moyen terme, finissent par faire mal à l'organisation. Fait que si vous me demandez d'améliorer la rentabilité, je peux me mettre à couper le budget de recherche et développement. Je pourrais, par exemple, réduire le personnel. Je pourrais reporter certains investissements en technologie. Fait que tout d'un coup, oups, la rentabilité, tu sais, on a amélioré ça, c'est incroyable. Mais si vous me demandez pas comment tu as fait ça, Marc, comment as-tu réussi à faire ça, ben peut-être qu'on va se rendre compte que oui, il a réussi à améliorer la rentabilité, mais pas en ajoutant de la valeur, en coupant. Puis des fois, il faut couper là, dans certains cas. Mais et donc, ça a des effets pervers. Puis là, évidemment, on pourrait aller aussi sur le comment relié à certaines, c'est les valeurs organisationnelles, comment les gens aussi agissent. C'est pas parce que tu es un dirigeant que tu peux faire n'importe quoi. Je veux dire, on a vu dans les médias je veux dire, un dirigeant du comité olympique canadien qui avait des comportements qui étaient inacceptables. Donc, le quoi peut être très, très bon. Tu peux dire les résultats sont incroyables, mais le comment, ça compte aussi, comment qu'on gère dans une organisation, c'est important aussi. En fait, le lien devrait être très, très fort, puis surtout au niveau de la bonification et de l'intéressement à moyen terme ou même à long terme. Là. Au niveau du salaire de base, c'est moins évident parce que le salaire de base reflète plus mes compétences que ma performance au quotidien, je dirais. Mais s'il y a pas un lien fort entre comment vous m'avez évalué puis la bonification, il y a un des deux volets où il y a un problème. Soit un problème de design ou soit un problème dans l'évaluation. Ok, parce que si par exemple vous me dites Marc, tu as une performance exceptionnelle. Par contre, cette année, il n'y a pas de boni ou un très petit boni pour toi. Je me demandais pourquoi j'ai une performance exceptionnelle, j'ai pas de boni. Là, vous allez peut-être me répondre, mais c'est parce que toi, tu as fait un très bon travail, mais l'organisation passe par une période difficile. On n'a pas augmenté les ventes autant qu'on aurait pu. Ça peut arriver, mais typiquement, ça devrait être assez bien aligné. Et pour faire ça, très souvent, au niveau de la bonification, pour être capable de reconnaître ces volets-là, on a un volet, c'est très quantitatif, des critères financiers, par exemple, ou des objectifs bien précis. Mais on a aussi souvent dans les régimes de bonification, puis là, je veux pas aller sur des volets trop bonification, on a souvent aussi un volet qui est plus appréciation de la performance individuelle, qui peut agir comme multiplicateur de la bonification et qui vise à reconnaître justement comment moi j'ai contribué pour qu'il y ait un meilleur alignement entre ce qui m'est payé et ma performance. C'est ce qui m'est payé comme boni puis ma performance individuelle. Okay? Mais c'est le petit bémol que je mettrais, c'est qu'il y a aussi des questions de valeur organisationnelle de design. Il y a des organisations, par exemple Cascade, une organisation très connue au Québec, qui comme valeur organisationnelle que le boni est collectif. Okay? Si on a un boni, c'est un partage de profit, puis c'est collectivement qu'on va l'avoir. Fait que c'est sûr que mon équipe peut avoir gagné la Coupe Stanley,
mais peut-être que moi, j'ai joué de façon très, très ordinaire. Alors, si on a gagné la Coupe Stanley, je vais, entre guillemets, bénéficier de la contribution de tous mes collègues. Fait que là, dans ce cas-là, c'est un exemple, il n'y a pas nécessairement un lien entre la performance individuelle du dirigeant puis sa bonification, mais c'est un choix que l'organisation fait. Mais ça veut pas dire que quelqu'un qui performe pas va rester dans l'organisation. Ça veut surtout pas dire ça non plus. Mais il y a moins de liens, mais c'est un choix, c'est conscient que l'organisation a fait. En conclusion, au niveau de l'évaluation de la performance d'un dirigeant, je dirais que une des raisons principales pour laquelle c'est si important, c'est que ça permet de lier la performance de chacun des dirigeants de l'organisation au tableau de bord de l'organisation, à la performance organisationnelle qu'on vise, au plan d'affaires. Alors, le conseil d'administration ou la haute direction adopte des objectifs en début d'année. Ces objectifs-là appartiennent à toute l'équipe de direction, mais souvent aussi, on dit, l'augmentation des ventes va être plus sous la responsabilité d'un vice-président ou d'une vice-présidente vente. Par exemple, un projet en TI va être plus le vice-président ou la vice-présidente TI, etc. Fait qu'on attribue à des équipes ou à une personne la responsabilité de certains objectifs. Donc, en anglais, on va dire les KPI, là, les éléments clés ou les Key Performance Indicators. Puis là, ça permet de faire le lien entre où l'organisation s'en va et comment chacun a performé. Puis le comment, c'est comment j'ai réussi à faire ça, qui permet aussi de tempérer ou de moduler, mon appréciation. Dans certains cas, je peux dire, il n'a pas atteint tout à fait des objectifs, mais peut-être parce qu'on est dans une période extrêmement difficile, ou comme j'ai dit précédemment, peut-être que dans certains cas, on a atteint ces objectifs, mais ça va nous pénaliser à moyen terme.